ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode de ABD Podcast et je reçois aujourd'hui, et c'est peu de le dire, je suis très heureux de le recevoir, Christophe Hauswirtz. Merci Christophe d'être là. Bonjour Aurélien, merci. Merci de ton invitation. C'est toujours un grand plaisir de recevoir Christophe, d'abord parce que c'est mon ami, mais aussi et surtout parce que c'est une sommité mondiale de la physiologie. En tout cas, c'est la personne qui m'a appris à peu près tout ce que je sais en sciences du sport. Même ce que je savais qui était faux, du coup tu me l'as corrigé, donc même si c'est des trucs que j'ai appris ailleurs, finalement c'est toi qui me les as remis à jour. Merci. En fait c'est simple, Chris, c'est plus de 100 publications internationales sur PubMed, c'est 7 bouquins traduits dans le monde entier, sur des thématiques aussi variées que la récupération, la nutrition ou la haute performance. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui anime pas mal ce podcast depuis quelques mois et pas mal la vie de Chris aussi depuis quelques années, peut-être même depuis le début d'ailleurs, ce sont les lipides, les glucides et la performance. Vaste programme. Donc du coup, on va faire un petit point là-dessus parce qu'il y a eu des avancées technologiques assez récentes auxquelles je crois que tu as largement contribué. Et puis toujours des prescriptions de terrain in fine pour les entraîneurs, pour les réathlétiseurs, pour les sportifs éclairés qui ont envie d'optimiser leur entraînement. Bien sûr. Alors est-ce que tu nous ferais un petit état des lieux là, sur ces liens entre le fuel et la perf? C'est vrai que on parle beaucoup des hydrates de carbone finalement comme substrat énergétique ou comme en termes de boissons ou même en termes de gel, en termes de barres à l'effort, etc. et l'impact que ça peut avoir sur la performance. Je crois que les boissons sont très intéressantes avec des hydrates de carbone. Le gros problème qu'on a, c'est bien sûr les sucres qui sont mis dedans, c'est-à-dire lesquels on met, quelle quantité en électrolytes, toujours un vrai problème, surtout quand on va parler de déshydratation, si on parle de déshydratation. Et puis, ce qui est très très important, c'est de se dire que les glucides à l'effort, ça sert aussi à réhydrater la cellule. Ça, je crois qu'on l'oublie bien souvent. Hyper souvent. On l'oublie bien souvent. Ce n'est pas seulement pour se réhydrater ou diminuer notre sensation de soif, c'est surtout pour réhydrater la cellule à l'intérieur. Il faut bien comprendre que se réhydrater, ça passe par des hydrates de carbone, c'est-à-dire des glucides, assimilation rapide, et bien sûr du sodium ou du chlorure de sodium. C'est les deux seuls éléments dont on a besoin pour réhydrater la cellule et que tout rentre dans la cellule et la réhydrater. Donc quand on a compris ça, on se dit que il est important effectivement de savoir doser les sucres qu'on met dans sa boisson et surtout lesquels on met, quoi. Et pas que dans sa boisson, j'imagine dans son assiette, dans sa consommation quotidienne. Voilà, si on parle d'exercice, effectivement, c'est la quantité de sucre, combien, et puis on peut en parler aussi, c'est finalement combien on doit boire en tout de quantité de liquide. Il faut quand même savoir ça. C'est des questions qu'on nous pose relativement souvent, c'est de se dire que est-ce qu'il est intéressant de boire d'un seul coup, je ne sais pas, 1 litre en une demi-heure, sachant que j'ai qu'une demi-heure pour vraiment bien m'hydrater, eu égard à, je sais pas, au ravitaillement ou au temps que j'ai disponible pour ça. Alors l'erreur qu'on voit très très régulièrement, on le voit encore sur le marathon de Paris assez souvent, c'est ce qu'on appelle l'hyperhydratation. Donc l'hyperhydratation qui ne sert vraiment à rien, que ce soit avec des glucides ou sans glucides d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévenir d'une déshydratation. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Exactement, donc ça veut dire que soit on est capable justement de prévenir s'il y a de la chaleur, d'un coup de chaleur, mais pour s'hyperhydrater, tout simplement au bout de quelques mètres, surtout quand on fait de la course à pied où il y a des chocs énormément au sol, quasiment au bout de 500 mètres, on s'aperçoit qu'à la fin des Champs-Élysées, beaucoup s'arrêtent dans les ruelles, parce qu'effectivement, ils se sont hyper hydratés, à savoir quasiment 1 litre dans la demi-heure qui a précédé l'exercice, et le marathon. Donc ça n'existe pas, on n'est pas capable de stocker cette flotte pour justement pouvoir derrière la remettre à distribution lors de l'effort qui va durer. Donc ça, c'est souvent le premier problème que l'on peut avoir. Après, ces glucides, j'aimerais presque parler avant des graisses et des premières études qu'on a pu faire, notamment quand j'étais à l'Institut de médecine aérospatiale, avec quelqu'un qu'on connaît très bien, qui s'appelle Yannick Guézenec. On a travaillé, c'était aussi un effet de mode, comme souvent, sur les boissons qui étaient fortement concentrées en glycérol.
Et on avait un postulat qui va nous amener un peu peut-être… Ça, c'était la mode dans les années 90 et puis… C'est les années 93, ça ne nous rajeunit pas, c'était à l'époque de mon DEA. À l'époque, ça s'appelait comme ça. C'est très rétro un DEA, j'adore. C'est très rétro, et puis on pouvait en faire plusieurs, donc c'était plutôt sympa. Donc c'est un peu avant la thèse, et du coup, moi j'avais travaillé un petit peu de façon fortuite là-dessus, et sur les hydrates de carbone. Et le postulat était le suivant: si on était capable d'absorber des graisses sous forme de boisson énergétique, ça reste une boisson avec de l'énergie, donc du glycérol, donc des graisses assimilables, alors on pouvait retarder justement cette fatigue lors des efforts prolongés, type triathlon, marathon ou encore des matchs de football, etc., quoi. Et puis on s'est vite aperçu que c'était voilà, pas franchement ce qu'il y avait de mieux et que l'absorption rapide n'existait pas franchement. En revanche, en 1995 est paru un article qui moi m'a un peu perturbé, où on a pu montrer que justement ces graisses étaient disponibles déjà dans le muscle. Et je crois que ça a fait taire pas mal de choses, et on le verra après, peut-être si on parle un peu de perte de poids ou autre, mais c'est intéressant de se dire qu'il y a un fort pourcentage, à l'époque on a décrit aux alentours de 50%, des graisses qui étaient directement disponibles au niveau intramusculaire. Donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour mobiliser ces graisses, puisqu'elles étaient directement disponibles. Après, elles étaient dépendantes de tout un tas de facteurs dans la cellule. Hein, le mot mitochondrie, vous connaissez bien, ces fameuses centrales qui vont venir un petit peu oxyder et nous permettre d'avoir de l'oxygène. Donc pour oxyder ces graisses, il nous fallait plus de mitochondries, qu'elles soient plus efficaces, avec plus d'enzymes, etc. Donc c'est plutôt jouer là-dessus, jouer sur l'augmentation du nombre, des capillaires qui transportent l'oxygène, etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a eu tout ça, alors on s'est aperçu qu'on pouvait mobiliser ces graisses, et ça peut être facilitateur pour la perte de poids. Parce que c'était un effet un petit peu d'aspiration, un effet d'entonnoir, et plus on allait mobiliser nos graisses intramusculaires, et plus on allait ouvrir des boîtes au niveau des membranes notamment, la membrane plasmique. On pouvait ouvrir ces boîtes-là qui allaient amener les graisses du milieu circulant vers le muscle. Et là, d'un seul coup, il n'y a pas besoin de transporteurs comme le glucose, donc c'est juste magique. C'est marrant parce qu'effectivement, c'était la mode il y a quelques années. On n'en parle plus, on trouvait ces théories de manière beaucoup moins maîtrisée, mais enfin, en tout cas sur le plan théorique. Sur le plan pratique, on ne peut pas dire l'inverse, en revanche. Chez les culturistes, qui ont bien compris pour d'autres raisons la présence de cette graisse locale qui à la fois crée du volume fatalement et puis c'est de l'énergie disponible. Complètement. Et si on a cette énergie, donc ça revient un peu à la mode, un peu sous ton impulsion aussi d'ailleurs, si on a cette énergie disponible, quelque part, c'est toujours ça qu'on sauve de notre autre fuel. Complètement. On a vraiment ce qu'on appelle une épargne des unités glycosiles, qu'on appelle encore le glycogène. C'est vraiment notre forme de stockage. Alors un petit peu au niveau du foie, mais surtout au niveau du muscle aussi, puisque c'est là où on va pouvoir le puiser quand on aura besoin, surtout le fameux mur des marathoniens. Et maintenant, ça devient une évidence de se dire que si on trouve un petit peu des moyens pour éviter de puiser immédiatement dans notre glycogène et donc dans notre stock de réserve, comme si on avait finalement un second réservoir pour notre voiture, autant puiser dans le second réservoir, la réserve principale, on le garde pour la fin, si on doit faire justement une route complémentaire ou si on doit aller plus loin. Donc ça devient assez intéressant. Ouais, en théorie, du coup, toute technique qui nous permettrait d'épargner les sucres serait évidemment profitable à la performance. Ouais, je le crois profondément. Oui. Ça reste évidemment théorique, il faut le mesurer, l'évaluer, mais… Oui, on a des éléments qui sont un peu plus que des hypothèses, mais en tout cas, si on a des belles pistes en cours, si on est capable de trouver justement un artifice à cela, l'épargne du glycogène, voilà, c'est forcément source d'amélioration de la performance demain, quoi. Alors tu suis fatalement le podcast, je sais, et d'autant plus cette thématique-là que tu as travaillé sur cette technologie, mais on parle assez souvent en ce moment de la marque SlimSonic, tu sais, cette technologie d'ondes pures qui permet de déstocker presque instantanément les graisses et de les rendre disponibles à l'effort. D'abord, je te félicite parce que très récemment, tu as publié dans la deuxième plus prestigieuse revue au monde, Frontiers in Physiology. C'est pas rien, hein. Sur tes 100 publis, c'est la seule ou… C'est la seule, ouais, c'est la seule, c'est ma 107e publication internationale et c'est la seule où j'ai publié dans Frontiers.
Je crois qu'effectivement, depuis des années, Frontiers s'attache beaucoup plus à être sur des aspects très très sanitaires, finalement, l'amélioration de la santé publique, l'amélioration de la santé globale, des facteurs nutritionnels pour prévenir du cancer, des choses comme ça. Et donc il était plutôt difficile, même si on a travaillé sur des éléments intéressants, des antioxydants, des choses comme ça. Finalement, il a fallu attendre pas mal d'années, quasiment 25 années de recherche, pour pouvoir publier dans cette revue. Donc effectivement, c'était le mois dernier, donc plutôt sympathique, et le groupe est très, très satisfait de ça. Ah bah, ils peuvent, félicitations. Du coup, cette étude, bon, alors avant ça, Frontiers in Physiology, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, c'est vraiment un monstre de la publication scientifique. Dans le domaine de la physiologie humaine, c'est quelque chose, je ne parle même pas d'exercice à la rigueur, mais on a, moi ce qui m'avait beaucoup gouverné, en tout cas en termes d'esprit, c'est de se dire que j'avais lu un article il y a une personne que j'apprécie beaucoup depuis quasiment 1999 qui s'appelle Elizabeth Blackburn, qui est prix Nobel de médecine. Et Elizabeth, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, a travaillé sur la longueur des télomères. Alors ça ne vous parle pas sans doute, c'est abstrait, mais la longueur des télomères, en fait, les télomères, c'est ce qu'il y a en bout de l'ADN et qui nous permet d'évaluer très précisément notre âge biologique. Donc elle a mis au point cette technologie et puis beaucoup se sont emparés finalement de tout ce qu'elle avait fait dans le cadre de son laboratoire pour évaluer l'âge biologique avec quid de la prévention du cancer, quid d'un complexe d'antioxydants pendant X semaines et quelle est la longueur des télomères. Est-ce qu'on est capable finalement de modifier notre âge biologique en mesurant ces télomères et par telle ou telle situation. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Frontiers a été très pionnier dans ce domaine et encore très récemment, l'an dernier, ils ont publié un article incroyable sur exercice, télomères et cancer, et prévention du cancer. Ils ont montré que l'exercice physique pouvait ne pas faire diminuer la longueur des télomères et donc préserver notre âge biologique. Ouais, donc juste incroyable. Une ligne éditoriale, bon alors évidemment, toute proportion gardée, une ligne éditoriale très très axée sur la santé fondamentale. Oui. Donc toute proportion gardée, on peut quand même se dire que même si c'est un petit détail, la minceur et le déstockage des graisses par les ultrasons, malgré tout on peut se dire qu'effectivement là il y a un crédit de cette technologie grandissant sur la thématique santé, quoi. Ouais, je crois que même avant de parler de la minceur, moi j'ai presque envie de parler de ce qui m'a surpris. Parce que quand on fait une étude, on émet des hypothèses, et puis d'un seul coup, soit elles sont validées ou invalidées, et puis quelquefois, on a des descripteurs d'informations, de choses qu'on a dosées en récurrence parce qu'on pensait que c'était du bon sens, puis d'un seul coup, il nous apparaît des choses. Et c'est vrai que j'ai presque envie de dire comme ça, quand tu me poses la question, pour moi, ce qui m'a surpris d'emblée, c'est vraiment la modification du profil lipidique. Donc plus que la minceur. On va revenir sur la minceur, mais puisque ça confère à beaucoup de personnes intéressées. En revanche, l'amélioration du profil lipidique, j'ai envie de dire, ça concerne quasiment une personne sur deux. Ouais. Donc c'est bien au-delà de la minceur pour moi. Quand je dis amélioration du profil lipidique, c'est de se dire que comme on peut, en quelques séances bien ciblées, avec une technologie de pointe, et une haute technologie, arriver tout simplement à baisser nos triglycérides, pour lesquels on a toujours du mal à les faire baisser avec un régime drastique. Et là où j'ai été moins surpris, c'est que dans notre jargon, on parle de variables dépendantes et indépendantes. Et je n'ai pas pu modifier, bien sûr, l'alimentation des personnes. On a monitoré avant, pendant et après, des journaux alimentaires, etc. Et puis, ce qui, avant étude, peut s'avérer comme quelque chose d'inquiétant. On peut se dire, se trouve, je vais être déçu par mes résultats parce qu'ils vont manger comme des cochons. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, déjà parce que quand on prend des femmes qui sont à peu près à 25 d'IMC, donc ce qui reste dans une fourchette un peu haute, mais pas si haute que ça, c'est pas obèse. Je vous rappelle que obèse, c'est au-dessus de 30, enfin entre 30 et 35. On est en surpoids et au-dessus de 35, on devient obèse. On est mis dans une catégorie obèse. Donc là, 25 reste raisonnable. C'est une légère surcharge pondérale. Pour des femmes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, critère de sélection assez redoutable, c'était une fois d'exercice physique par semaine, en termes de critères d'inclusion pour notre étude, et sans modification de l'alimentation.
Et là, le pari est assez... voilà, l'hypothèse est assez impressionnante au début. Voilà, est-ce que ça peut marcher? Donc, pour moi, ça a été assez révélateur. C'est de se dire que, OK, on peut en parler, on va parler de la minceur, bien sûr, parce que c'est ce qui est relié à l'étude et ce qui a peut-être plu, et la composition corporelle. Maintenant, ce profil lipidique, pour moi, c'est relié à l'état de santé des gens. Donc j'ai envie de dire, j'ai travaillé toute ma vie sur le haut niveau, mais maintenant je me suis focalisé sur la santé globale des individus essentiellement. Et je trouve que là, pour le coup, en très peu de temps et avec très peu de choses à mettre à disposition, on est capable vraiment d'améliorer la santé des gens, quoi. Donc quand on augmente quasiment la VO2 max de 12% des gens en 15 jours, et que, alors certes, on l'a aussi dans une situation contrôle, parce que l'exercice est bien fait, on va en reparler, mais si en plus on améliore le profil lipidique des gens, j'ai envie de dire, on a un win-win, quoi. On améliore finalement la composante plutôt cardiovasculaire, puis de l'autre côté, on est capable de diminuer les graisses circulantes de l'organisme, quoi. Alors quand Chris dit en peu de temps, c'est peu dire, parce que le protocole le plus drastique prévoit 3 jours de travail, hein, c'est ça? Alors 3 jours de travail, pour l'étude, on est sur 15 jours, mais c'est 6 séances. Avec moins de fréquence. Mais avec moins de fréquence. Parce que sur 3 jours, c'est 2 fois par jour. 2 fois par jour. Ouais. Alors moi, je l'ai testé, ça. Je sais que je l'ai testé sur moi. Vous savez que j'adore tester les choses moi-même. C'est important, moi aussi je l'ai testé. Vous connaissez mon opinion sur les coachs théoriques. Moi, alors Chris fait partie de ces sport scientists, chercheurs éminents qui néanmoins se sont entraînés à haut niveau et s'entraînent encore aujourd'hui. Donc, ils ne se cachent pas et ils testent les choses. Moi, je l'ai testé sur moi. J'ai même été un petit peu plus loin que ton étude, puisqu'en plus, je me suis mis en difficulté au niveau de la nutrition, puisque j'avais ma fille en tête-à-tête pendant 3 jours. Et en bon papa qui ne cuisine pas des masses, ça a vite tourné à la catastrophe alimentaire. On ne détaillera pas plus que ça, mais dans ce contexte-là, et sans respecter le protocole qu'on va détailler tout à l'heure, où la part belle est faite quand même au HIIT, à l'entraînement à haute intensité. J'ai eu 3 belles séances de HIIT sur les 6, 2 un peu pourries parce que ça s'est transformé en séance un peu mixte de coaching où je portais la ceinture et où je pratiquais, mais pas tant que ça. Et une séance un peu foncière. Et dans ces conditions-là, j'ai mesuré 3,2 cm de gain sur un profil qui est quand même pas sur des gens comme nous. très en difficulté déjà à la base. Donc effectivement, assez spectaculaire. Et sur des gens qui ont un indice à 25, ça change tout, quoi. Oui, et qui connaissent pas bien le sport surtout. Le résultat, c'est quoi alors ? Les résultats, c'est qu'en 6 séances, on a quand même, au niveau du tour de hanche, on est à 6,5 cm. Waouh, 6 séances étalées sur 15 jours, enfin sur 10 jours, quoi. En gros, c'est hyper réaliste, du lundi au vendredi, voilà, ou du mardi au samedi, et ça sur 2 semaines. Donc 6 séances de 40 minutes. Alors certes, assez intense. Pour ce genre de personnes, ça devient... Ouais, c'est du HIIT. Hein. Ouais, et puis, alors... Moi, les questions qu'on m'a posées par rapport justement à comment j'ai mis en place ce protocole, notamment en termes d'intensité de travail. Alors bien sûr, avant, il y a toutes les évaluations physiologiques classiques qu'on met en place dans mon centre d'expertise, bien sûr. Ça reste une recherche. Mais simplement après, c'est de se dire, voilà, est-ce que je mets en place ce qu'on appelle le HIE, c'est-à-dire quelque chose qui va aller chercher des puissances anaérobies, 120% de ma puissance max anaérobie. Est-ce que je mets ça en place ? Est-ce que je fais une sorte de Tabata ? Est-ce que je me fais un 12-8 sur 20 minutes ? Pour moi, ça me semblait un petit peu déraisonnable parce que ça ne correspond pas à la réalité. Et puis, on avait une vraie décharge, du coup, à mon sens, de ce qu'on appelle les catécholamines, c'est-à-dire les hormones de stress, quoi. Et ces gens-là ne sont pas capables d'aller chercher pendant 12 secondes des intensités assez élevées. Peut-être dans un deuxième bloc d'entraînement. Peut-être dans un second temps. C'est ce qui a été montré beaucoup, on en parlera peut-être aussi, plutôt dans le domaine de l'obésité, notamment en hôpital. Donc mon pari était plutôt le suivant, avoir une vraie composante cardiovasculaire, et puis bien les motiver, avec un vrai feedback visuel, et puis bien sûr des encouragements, pour maintenir chaque puissance avec les bonnes cadences, et être sûr que la quantité de travail globale était bien réalisée par chacune, quoi, à une certaine intensité, et on était quand même à 90% de FC max, quoi. Ouais. Donc on va chercher sur des durées entre 3 et 4 minutes, 3 au début, 4 à la fin, des récupérations qui diminuent au fur et à mesure, donc une vraie contrainte. Donc tu as choisi de maintenir l'intensité d'effort relativement stable, voilà. Un volume un peu exponentiel, oui.
et en revanche, tu stresses la récupération. Voilà, en fait, je joue sur tous les paramètres de la programmation de charge, tout simplement. Ouais. Voilà, j'ai des facteurs d'habituation et puis. Mais sans aller sur du court. On est quand même sur un non, effort voilà, franchement aérobie. Hein. Exactement. Sauf que on va très vite atteindre les 90% d'FC max, quoi. Donc après, on joue sur l'intensité pour que finalement la charge relative soit toujours la même et la quantité de travail soit identique pour chaque personne, à la fois pour un groupe témoin et un groupe. Alors, la question qu'on me pose souvent aussi, c'est comment on peut faire un groupe témoin dans ce domaine, quoi. Alors, on ne parlera pas ici de la cryothérapie au corps entier, je suis assez fervent, comme tu sais, mais j'ai réussi, grâce à quelqu'un que j'adore, qui s'appelle David Bishop, on a réussi à brainstormer et à avoir justement également une situation placebo en cryothérapie corps entier. Donc très sincèrement, c'est pas très dur avec des ultrasons d'avoir une situation contrôle. Donc on a mis au point une situation, on appelait ça des infrasons. Voilà, et on disait aux personnes, voilà, il y a 2 groupes, un groupe qui est ultrason, le groupe qui est infrason. Les infrasons n'émettent aucune onde au niveau acoustique, vous n'allez rien sentir, rien percevoir, alors qu'il se peut qu'il y ait effectivement une certaine perception des ultrasons à l'effort. Voilà. Donc, et ça s'est très bien passé, et du coup ça nous fait un bon argument. Pour aller là-dessus. Donc les deux ont amélioré, les 2 groupes améliorent forcément leur VO2 max, mais si on veut parler maintenant plus en avant des différents résultats, donc on disait qu'on avait 6,5 cm au niveau des hanches, on a un tout petit peu moins au niveau du périmètre abdominal, mais qui est important puisque le périmètre abdominal est un véritable indicateur finalement de la graisse viscérale et de l'état de santé. Il y a vraiment des corrélations qui sont faites entre l'état de santé et la graisse viscérale, et donc le périmètre abdominal. Donc ça paraît anodin comme mesure, mais si elle est très bien faite, alors toujours la même chose, c'est comme quand j'explique comment mesurer des plis cutanés et combien il faut en prendre, c'est la même chose pour le périmètre abdominal. C'est vraiment opérateur dépendant, donc il faut mettre en place une certaine stratégie, prendre des points anatomiques, etc. Donc c'est pas juste je prends mon mètre de couturière et j'essaie de voir ce qui se passe, quoi. Toujours la même chose, bien évidemment, et des critères. Ça peut vite varier à 2 cm. Ça reste de la recherche, mais sincèrement, c'est très facile. La méthodologie est assez facile. D'ailleurs, je la décris assez bien dans l'article, je crois. Et puis une fois qu'on a ça, on se dit comment mesurer fiablement, donc avec fiabilité, tout simplement la composition corporelle. Et puis là effectivement, on a pas mal regardé ce qui se faisait dans la littérature. Moi, j'ai beaucoup éprouvé de systèmes, tu t'en doutes, y compris quand j'étais à l'INSEP. Et donc, voilà, on s'est mis d'accord pour un système qui est validé contre DEXA. Et du coup, voilà, on tombe quand même à 1,5% de masse grasse en moins, quoi, dans 15 jours. Ouais. Donc un effet évident sur la minceur, là c'est très clair. 1,2 kg, oui. Et donc tu m'interpellais tout à l'heure sur l'effet qu'a eu l'étude sur la manip sur le VO2, sur la consommation maximale d'oxygène à l'effort. Donc là aussi un vrai indicateur de performance, on a un indice, et c'est ce qu'on disait un petit peu en introduction, c'est-à-dire que concrètement on sauve nos sucres, quoi. Oui. Je pense que c'est un postulat que je suis en train d'évoquer régulièrement, c'est de se dire que si on est capable, via nos fameuses gouttelettes lipidiques intramusculaires, ou alors la libération de nos triglycérides qui nous viennent cette fois-ci des adipocytes, donc du tissu adipeux, ça devient intéressant si d'un point de vue systémique on est capable de les avoir dans la circulation sanguine. Demain, si on crée des affinités par l'exercice physique pour augmenter justement cette oxydation des graisses, donc du coup on les mobilise et elles deviennent tout simplement un régulateur de l'énergie à consommer pendant l'effort. Et de fait, oui, on épargne tout simplement notre glucose. Là, c'était ma plus grande surprise, c'est de se dire que si on regarde la taille de l'effet, qui est, je crois que c'est le plus grand de mémoire, c'est sur la glycémie. On perd 10%. Wow. Donc, et j'ai rien pour le coup, même si ce sont des exercices entraînement à haute intensité qui sont provoqués, et pour les diabétiques notamment, là on se rend compte qu'il y a une légère baisse par le HIIT training, mais on sait très bien, il ne faut pas se leurrer, qu'en 15 jours, les études, là, les résultats qu'on a, ils sont comparables à 8 à 10 semaines. C'est à peu près ce qu'on a dans la littérature scientifique. C'est Butcher 2011, Trapp 2011, Talalian 2008, c'est toutes ces études-là qui durent plus longtemps que les nôtres. Donc là, on est capable d'avoir un vrai catalyseur d'effet.
d'une part, et d'autre part, on est capable de mobiliser ces graisses, et demain, sans doute, d'épargner notre glycogène. Mais surtout, encore une fois, on passe quasiment de 0,99 à 0,90 en glucose circulant. Donc pour moi, c'est un vrai indicateur de santé, au-delà, j'aurais pu le mettre dans le titre d'ailleurs, mais au-delà du bilan lipidique. On est quand même également sur une baisse de la glycémie en 15 jours. C'est très dur à faire baisser. C'est pas négligeable. Ouais. C'est pas négligeable. Quand on ne modifie pas l'alimentation, c'est très dur. Sur certains profils, plus que sur d'autres d'ailleurs. Ouais, en plus. Alors du coup, on sauve nos sucres. Il y a une inertie sur l'utilisation de cette technologie-là. On sait que ça va rester comme ça pendant un certain temps dans l'organisme. Tu arrives à évaluer à peu près le temps dont on dispose pour exploiter cette nouvelle source d'énergie qui est rendue disponible par les ultrasons? Je vais essayer plutôt de fonctionner un peu par syllogisme ou un raisonnement un peu déductif. Ce qu'on sait, c'est au niveau des femmes notamment, s'il y a une vraie influence du genre dans l'oxydation des graisses post-exercice. Je crois que ce qui est toujours important, c'est de se dire que même si on fait un effort de 40 minutes, il nous reste 23h20 à vivre dans la journée. Ça, c'est important. C'est important parce qu'il se passe énormément de choses. On reste des homéothermes, on a une certaine homéostasie, on doit revenir à l'équilibre de notre balance, qu'elle soit relativement énergétique, qu'elle soit au niveau des électrolytes ou autre. Donc remettre tout ça à niveau, faire un reset de notre organisme, ça prend du temps. Les femmes oxydent davantage de lipides à l'effort. Donc c'est des choses qu'on sait bien, oxydation des lipides à l'effort par les femmes, à les mêmes intensités par rapport aux hommes. Ce que l'on sait aussi, c'est que quasiment 3 heures après, elles oxydent très peu de lipides, quoi. Certains hommes peuvent aller jusqu'à 12 heures d'oxydation derrière des lipides. Donc c'est un peu mal fait, c'est-à-dire que les hommes sans rien faire peuvent continuer à oxyder ces lipides. Donc déjà quand on sait ça, on se dit tiens, le fait de faire un simple exercice, de produire des graisses à l'effort d'un point de vue systémique, auquel cas on peut toujours oxyder ces graisses et les utiliser si on fait attention bien sûr à notre alimentation. On peut toujours les utiliser quasiment 7, 8, 9 heures derrière, quoi. Donc ça devient intéressant. Voilà la grande différence. Donc comme ça, et plus à vue de nez qu'autre chose, j'ai envie de dire, on peut au moins les utiliser sur une demi-journée pour les hommes, quoi. Ouais. Alors est-ce que du coup pour les femmes, on est capable, le fait d'en avoir plus, de pouvoir retarder justement et de continuer à oxyder derrière? Moi je le crois aussi, puisque ces études-là sont montrées sur des efforts très très faibles, entre 35 et 65% de VO2 max. On est loin de ce que tu as Donc là, si on couple justement des phénomènes induits par des ultrasons focalisés à basse énergie avec un heat training, mais j'ai envie de dire, pour moi, il n'y a aucun souci de se dire qu'on a un vrai relargage dans la circulation sanguine, et cette oxydation, elle va durer plus longtemps que les fameuses 3 heures, quoi. Donc, de fait, ça induit un petit peu la réponse à ma question, enfin la question qui m'est posée assez souvent. Est-ce que je porte la ceinture systématiquement pendant ou pas? Si mon activité support, par exemple, c'est la natation, est-ce que je peux, par exemple, déstocker en amont et espérer pouvoir bénéficier encore de ces effets-là pendant un hit dans l'eau? Oui, bien sûr. Moi, je suis entièrement favorable à ça. Et même quand on me pose la question au niveau cette fois-ci des sports moins énergétiques, mais de très longue durée, comme des golfeurs, qui cherchent aussi à améliorer leur état de santé, le tout à chacun, une cinquantaine d'années, quelques blessures et quelques douleurs qui fait que on ne peut plus faire de course à pied ou quoi que ce soit. Et le golf reste 4 heures et 12 km de marche. Donc à partir de là, oui, on peut se dire qu'on peut très bien imaginer mettre une ceinture de ce type-là dans la voiture en allant sur un parcours de golf. Puis une fois arrivé, au bout des 40 minutes, on va pouvoir utiliser l'ensemble de ces graisses. C'est relié ou non à la performance, mais en tout cas c'est relié à l'amélioration finalement de leur profil lipidique, quoi. Et pour des nageurs, bien évidemment, c'est quelque chose que je conseillerais à 10 000%. Bon, alors, il y a plein d'autres personnes à qui on peut le recommander, parce que c'est vrai que la ceinture, hein, pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, c'est quand même un outillage relativement portable, hein. On arrive à courir avec assez facilement, faire du patin avec, on l'a peut-être vu sur les réseaux sociaux.
jouer avec ma ceinture tête de mort, spéciale ABD, voilà. Mais il y a certains circuits, voilà, quand je fais un circuit proche du CrossFit, où on va avoir des trajectoires de barre très proches du corps, ou à l'inverse, des gros changements d'épaisseur du buste lié à la respiration. Bien sûr. On va avoir la ceinture qui se décolle, qui se colle. Vaut mieux déstocker en amont pour les gens qui s'entraînent vraiment et qui cherchent à aller loin dans l'intensité avec des poids et haltères, avec des burpees, différentes situations de flexion de tronc, etc. Ouais. On sait que ça fonctionnera aussi. Ah, complètement. C'est pas du one shot. Hein. C'est pas du one shot. Et à l'inverse, la mettre 2 fois pour faire 1h20, ça marche pas non plus, quoi. C'est pas quelque chose qui va être complètement. Voilà, on va pas s'entraîner 4 heures derrière à haute intensité. Non, de toute façon, je crois que la grosse ceinture est donnée pour déstocker 1400 calories, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc même si on se fait une très très belle intensité, une très belle séance à 400-500 kilocalories, on est loin du compte. Il y en a toujours plus. Si vous courez déjà 1 heure quasiment à 12 km/h, vous êtes quasiment sur la moitié, sur 700 calories. Donc ça veut dire 2 heures à 12 km/h. Donc, voilà un peu le type d'intensité qu'il faut faire. Systématiquement faire un marathon ou 2 séances de HIIT par jour. Donc non, il n'y a pas de souci. Après, si effectivement on a un espace de temps trop important entre 2 séances, oui, il est préférable de la remettre. Moi, je dirais à plus de 4 heures, il est préférable de la remettre, oui, ça c'est sûr. Ouais, de toute façon, on a cette fenêtre. On sait que passer 3 heures, de toute façon, femmes et hommes, tout le monde est hors sujet. C'est des choses que je conseille aussi en aquabiking ou en aquagym, où la ceinture n'étant pas pour le moment étanche, je crois. On peut très bien la mettre avant et puis on fait notre séance après dans l'eau, quoi. Donc ça marche aussi pas mal. Écoute Chris, un grand merci d'être venu nous voir, de partager ces éléments d'abord éminemment précis sur le plan scientifique et puis largement illustrés sur le terrain. Je pense que tout le monde appréciera ces recettes. Moi en tout cas j'apprécie, je me suis régalé. Vous pouvez suivre Chris sur Internet, il est hyper actif, pas que sur Internet d'ailleurs, mais notamment sur Internet. Il a évidemment une chaîne Twitter qui est Osvirtse. Il est aussi très actif sur LinkedIn. Vous pouvez aussi le retrouver dans son institut d'évaluation. Exactement. Biscord. Exactement. Qui est sur la Côte d'Azur. Qui est sur la Côte d'Azur, dans la technopole de Sophia Antipolis, où on est bien et on a monté un centre de recherche indépendant et on aide toutes les entreprises à justement essayer de valider ou d'invalider leurs produits et voir ce qui se passe, les protocoles, les designs. Et on essaie de leur proposer des choses qui mettent en avant ou pour lesquelles ils peuvent redévelopper derrière s'il manque des résultats probants de leur étude. On appelle ça un peu des pilotes. Donc c'est l'inverse de ce que je faisais à l'INSEP, puisque là l'idée c'est quasiment en 2 mois de monter un pilote et de fournir quasiment immédiatement les résultats à la société et qui leur permet d'avancer sans avoir des moyens hyper importants au début. Et une fois qu'ils en sont sûrs, on peut faire une étude de plus grande envergure et essayer derrière d'aller chercher effectivement une publication scientifique. Eh ben super Chris, un grand merci. Je vous rappelle à tous que vous nous retrouvez sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Google Podcast. Donc vous pouvez nous écouter, nous regarder. La plupart des podcasts sont en version enrichie sur mon site web, avec plein de documents en plus, des tips, des vidéos, des séances, des dizaines d'articles gratuits. Donc suivez-nous, supportez-nous, tout est gratuit. Et si vous en voulez plus, il y a des épisodes toujours inédits et en masse sur le e-campus de transfert. Campus de transfert que tu pratiques, Chris, et sur lequel vous retrouverez d'autres conférences de Chris, mais aussi de Yann Lemeur, de Xavier Bigard, tout un tas de pointures de notre industrie de la prépa physique et des sciences du sport. Un grand merci pour tous ces partages. À très bientôt, Chris. À bientôt. Au revoir. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.